Jean-Louis Masson, pour vous, c'est la réponse à une participation citoyenne plus forte dans la vie publique? Oui, alors avant, si vous voulez de répondre à ça, je voudrais juste faire un petit commentaire sur ce qu'a dit ma chère collègue. Elle dit qu'avant le débat dans l'hémicycle, bien sûr, il y a des réunions avec des experts, des auditions, des réunions de commission, bien sûr, tout ce travail. Et vous y participez d'ailleurs. Bien sûr, c'est vrai. Mais après, le débat doit avoir lieu dans l'hémicycle entre députés. Et c'est là où il y a un problème, c'est que avec La République en marche, ce débat est assez tronqué, puisque rares sont nos amendements qui sont acceptés par la majorité. Et je disais à peine, c'est ça qui provoque cette irritation, puisqu'on n'a pas pu faire remonter ce qu'on entendait, nous, sur le terrain. Sur les référendums d'initiative partagée. Ce référendum, cette possibilité de recourir au référendum, je parle sous le contrôle du juriste éminent que vous êtes, a été institué par le président Sarkozy en 2008. Il n'a jamais été utilisé. Il n'a jamais été utilisé. Je crois qu'il faut 160 députés, je crois, et 10% du corps électoral. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est peut-être difficile à mettre en œuvre. Alors, je ne suis pas forcément favorable à des abaissements tels que je l'ai entendu en peine dans nos échanges à 700 000 personnes, parce que je crois que ça pourrait faire des référendums d'initiatives partagées ou d'initiatives citoyennes un peu trop fréquents, et ça pourrait perturber la vie parlementaire, voire même l'administration même du pays. Mais en revanche, nous ne sommes pas opposés à ce qu'on puisse examiner les seuils. Et ça pourrait peut-être être une solution pour que ce RIP qui a été mis en place il y a 11 ans puisse être effectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai, Benjamin Morel, qu'il est inutilisable, ce référendum d'initiative partagée. Oui, il faut bien comprendre sa procédure. Donc vous avez déjà des seuils qui sont probablement beaucoup trop élevés, mais une fois que vous avez atteint ces seuils, qu'est-ce qui se passe? Le projet de loi arrive devant le Parlement. Et ce n'est que si le Parlement ne l'examine pas qu'on a un référendum. Donc en fait, il faudrait que le Parlement lui-même veuille imposer un référendum en disant non, non, là, ce texte-là, non seulement je ne le rejette pas, parce que si je le rejette, il n'y a pas référendum, mais je ne l'examine pas. Donc on voit qu'on est face à quelque chose, en fait, de profondément ambigu, qui ne pousse pas réellement au référendum et qui même généralement condamne plutôt le référendum, quand bien même on atteindrait les seuils. Donc le risque de ce type d'instrument, eh bien, c'est quoi que soient les seuils en question, qu'il engendre en fait beaucoup de frustration, parce que si on abaisse les seuils et qu'on a 10 RIP qui arrivent chaque année au Parlement, qui sont tous rejetés par les chambres, eh bien on fait monter encore un peu plus la cocotte minute et on risque d'avoir un peu plus de crispation sociale. Pour ça, cet instrument est peut-être pas le bon instrument. Alors il y a le RIC d'un autre côté, le RIC pose d'autres problèmes, mais dans tous les cas, je suis pas sûr que le RIP soit la réponse. Le RIC, c'était quand même une demande très forte des Gilets jaunes. Vous savez qu'il existe des niches parlementaires. Et quand il y a une niche parlementaire, c'est les groupes d'opposition qui, pendant une journée ou plusieurs éventuellement, présentent des propositions de loi. Nous avons fait, le groupe LR, les autres groupes aussi, un certain nombre de propositions de loi qui étaient issues du terrain, qui étaient issues des rencontres qu'on a, nous, dans nos permanences, dans nos réunions. Nous sommes des élus locaux, peut-être un peu plus que dans votre majorité, mais je ne critique pas, hein, c'est l'histoire. Toutes ces propositions de loi que nous avons déposées et qui ont été inscrites à l'ordre du jour n'ont jamais pu être discutées, puisqu'on a, la majorité En Marche a toujours fait des motions de rejet systématiques. Vous savez, avant de discuter la loi, la majorité présidentielle fait une motion de rejet et donc le texte n'est pas discuté. Et ça a été mené. Il y a des PPL qui sont adoptés. Oui, oui, très peu. La plupart des propositions de loi sont rejetées immédiatement. Alors, les initiatives citoyennes, précisément, on les a récupérées pour faire des propositions, mais qui ont été rejetées. Deuxième exemple, l'aéroport de Nantes. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui, de Notre-Dame-des-Landes. Il y avait eu un référendum local. Mais il y a eu des concertations, je dirais, étirées jusqu'au maximum, jusqu'à un référendum d'initiative locale. Donc le processus démocratique était abouti et le président de la République et votre gouvernement a décidé d'enterrer le dossier. Et donc, à un moment donné... Il faut quand même rappeler que le référendum d'initiative locale avait été décidé sous la présidence de François Hollande. Non, mais il y a continuité de l'État. Et il y a continuité du fonctionnement de la démocratie. Donc, dire qu'on est dans de bonnes intentions, qu'on veut faire participer les citoyens, oui, sauf que, à travers plusieurs exemples que je vous apporte, c'est pas forcément dans
dans la mentalité de l'hyper-présidentialité d'Emmanuel Macron. Benjamin Morel, la Ve République, elle prévoit ce référendum. De Gaulle l'a utilisé. Pour autant, on n'est jamais très à l'aise en France avec les référendums ou on ne les respecte pas. On ne les respecte pas. Et si on fait le compte de tous les référendums qui ont été menés depuis 2000, en fait, on se rend compte qu'aucun n'a été respecté. Le référendum de 2005 sur le TCE, le référendum sur la Corse, la collectivité unique qui a fini par être instaurée, le référendum sur l'Alsace avec le projet de loi qu'on connaît actuellement, le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, tous les référendums, qu'ils soient locaux ou nationaux, en fait, ont été remis en cause. Ça ne fait pas toutefois du RIC la panacée, si vous voulez. Déjà, il faut voir dans ce mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, quand est-ce qu'arrive la revendication du RIC. Elle arrive dans un second temps. Grosso modo, dans un premier temps, il y a une revendication qui est « l'État doit remplir mon frigo ». Quand on se rend compte que l'État ne remplira pas mon frigo, il y a la revendication « à présent, c'est moi qui prends le pouvoir par le RIC et moi, je vais remplir mon frigo ». Quand on prend toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui, les questions institutionnelles sont très secondaires. C'est d'abord et avant tout les questions de pouvoir d'achat et de fiscalité qui apparaissent. La question du RIC, elle peut être intéressante, mais elle pose deux problèmes majeurs. D'abord, il y a le problème de la Ve République. C'est encore quelque chose de structurel. Ce que je disais tout à l'heure, ça date pas du tout du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous les élisez un président sur un programme. Ce président, pour tout un tas de raisons, au bout d'un an et demi, généralement, il est plutôt impopulaire. Si jamais vous instaurez le RIC, vous instaurez une instabilité chronique parce que du coup, on va avoir des RIC pour défaire le programme du président et ça rend en fait les choses très compliquées à gérer. Ensuite, il y a une deuxième objection qui est une objection technique, notamment si on regarde les RIC qui ont eu lieu récemment en Europe de l'Est. Si vous faites un RIC sans quorum de participants. Je ne parle pas du quorum de gens qui doivent signer. Je parle du quorum des gens qui doivent participer pour que le référendum soit valide. S'il n'y a pas de quorum, eh bien c'est dans les mains des lobbies. C'est notamment le danger des RIC locaux. C'est-à-dire si jamais 10% du corps électoral vient voter, eh bien votre référendum n'est validé que par les gens qui s'y intéressent. Si vous faites un quorum, eh bien dans ce cas-là, il y a un risque de vote stratégique, ce qui s'est notamment passé en Roumanie et en Hongrie. Si moi je suis contre le référendum, je ne vais pas voter. Et donc on a des 90% de oui, mais des référendums qui ne passent pas parce qu'on a 40% de participation. Donc on voit que tout ça est compliqué, beaucoup plus compliqué que la simple revendication du RIC et que si demain on devait le mettre en place, eh bien également pour toutes ces raisons-là, on risque de créer plus de frustration que de satisfaction. Vous avez des réticences vous aussi sur le RIC ? Le RIC est à mettre en perspective avec la reconnaissance du vote blanc. Parce que dans les pays où on pratique le référendum, je pense à la Suède, le vote blanc est pris en compte dans les suffrages exprimés. Et s'il n'y a pas 50% de votants... c'est ce que j'allais dire, la question du vote blanc, c'est aussi, après, c'est la façon dont on le décline qui pose question. Parce que sur le vote blanc, je crois qu'il n'y a plus trop de sujets. Tout le monde est à peu près d'accord pour le reconnaître, à minima à titre de politique. Mais c'est sur les conséquences qu'il va entraîner mécaniquement sur une élection, les modalités, notamment sur une proportionnelle. Quid, est-ce qu'on fera des sièges vides à l'Assemblée? Je ne sais pas. Mais donc voilà, donc il y a des modalités techniques qui sont un peu complexes à arbitrer pour le bien-être d'une démocratie. Je vous remercie d'avoir souligné ça. Effectivement, le danger du RIC, c'est de laisser la démocratie aux mains de minorités actives. Et d'avoir une majorité qui est prise dans son quotidien et qui ne va pas se prononcer sur certaines questions et que du coup, la démocratie échappe à la grande majorité de la population. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, très rapidement, nous aussi, on consulte les citoyens sur le territoire. Je sais que c'est très dur pour l'opposition de ne pas voir tous ces amendements adoptés, mais ça nous arrive quand même d'en co-construire. Alors vous devriez être d'accord avec un certain nombre d'amendements qu'on vous a proposés. Et si vous aviez fait autant de réunions que nous, on n'aurait pas eu l'explosion des Gilets jaunes. Non, laissez-moi finir mon propos, je ne vous ai pas coupé. Sur les amendements qui sont proposés par les membres de la majorité, que ce soit le MoDem ou la République En Marche, sont bien évidemment aussi des amendements qui sont issus des débats qu'on a eus avec le concitoyen. Et il y a certains amendements qu'on est très fiers d'avoir pu faire passer parce que précisément ils sont le fruit de ces consultations. Ce que je trouverais intéressant, et précisément vous l'avez dit, vous avez raison, nous on est moins ancrés territorialement que les anciens députés, notamment du fait qu'avant il y avait aussi les députés maires. Quand vous étiez député maire, vous étiez beaucoup plus au contact finalement de la population dont vous êtes pour le cumul des mandats ? Absolument pas. En revanche, donc, je trouve ça très intéressant. En revanche, ce qui est certain, c'est que pour le citoyen, on est moins connu, ils ont moins accès à nous, ils ne savent pas forcément nous reconnaître, etc. Donc je trouve intéressant d'institutionnaliser les mécanismes de délibération par circonscription pour recréer ce lien-là pour le député, pour le concitoyen, que les idées circulent plus facilement, que la consultation soit plus simple. Et je pense que ça renforcerait le pouvoir du Parlement vis-à-vis de l'exécutif aussi. Je vais vous remercier d'être venu. Coralie Dubos, députée La République En Marche de l'Hérault. Merci Jean-Louis Masson, député Les Républicains du Var. Nous partons tout de suite aux 4 colonnes.